Notre histoire se passe au cœur du synclinal, un cirque de montagne qui enserre une vaste et belle forêt. Cette dernière s'épanouit entre de hautes parois rocheuses, où s'accrochent des forêts de pins et de chênes pubescents. Le gouffre d'Arlequin. Alors que Ragus le castor nageait entre les roseaux du bord de la Vèbre, le lambeau surgit sous le vieux saule pleureur penché sur la rivière. En se rapprochant du rivage, Ragus distingua une silhouette humaine qui tanguait de gauche à droite, avec des mouvements désordonnés des bras, comme pour essayer de maintenir son équilibre. Sa forme était encore évanescente, mais grâce à la riche terre du rivage qui le nourrissait depuis quelques instants, le lambeau perdait déjà sa couleur laiteuse. Elle s'estompait à vue d'œil pour laisser apparaître un magnifique costume bariolé de losanges verts, rouges, jaunes et bleus. Ragus s'avança silencieusement, la tête à demi immergée tel un radar, et remarqua alors que les deux pieds du lambeau étaient attachés ensemble sur un ressort. Sa spirale était voilée et se dépliait tant bien que mal de travers en secouant le pauvre lambeau dans tous les sens. On aurait dit un de ces clowns à ressort qui jaillissent de leur boîte dont le mécanisme se serait emballé. Le lambeau se débattit encore de longues minutes pour tenter de se redresser, mais finit par abandonner la lutte, apparemment épuisé. Ragus le vit alors piquer du nez et s'incliner à 60 degrés du sol, droit sur son axe penché. Les bras ballants au bout de son ressort tendu vers l'avant, il attendait, résigné, que ce dernier cesse tout à fait d'osciller. Le castor se hissa sur la berge en le saluant. « Bonjour, cher ami, bienvenue dans le synclinal. »« Bonjour, désolé de vous regarder ainsi de biais, mais je ne peux me redresser. Ce maudit ressort est cassé. »« Ah oui, je vois. Et quel est votre nom ?»« Je m'appelle Arlequin, enchanté de faire votre connaissance. » Le lambeau releva alors le front et balaya du regard les montagnes qui l'entouraient. « Quel bel endroit ici! Nous sommes en pleine nature sauvage, il n'y a que des plantes et des animaux ici, n'est-ce pas ?»« Non, il y a aussi des roches, le vent et les cours d'eau. » En lui montrant la rivière avec sa patte, Ragus murmura. « La Vèbre serait terriblement vexée si elle vous entendait. Heureusement, elle murmure tout le temps, alors elle est un peu dure de la feuille. » « Oh oui, bien sûr suis-je bête !» s'écria Arlequin en faisant un clin d'œil espiègle à Ragus. « Il y a aussi cette magnifique rivière !» Les rayons du soleil qui jouaient dans le feuillage du saule firent scintiller les losanges de satin bigarré de son costume. Ragus le trouva très beau et repensa alors à ces perruches au plumage flamboyant qui s'étaient un jour égarées dans le synclinal. Arlequin redressa la tête pour contempler les hautes falaises orangées qui s'élevaient autour des jardins, provoquant une légère oscillation de son ressort. « Ah, quel endroit splendide! Des falaises sauvages, une grande forêt où vivre à l'abri des feuillages. Quelle tranquillité, enfin !» Attirés par la voix du lambeau, les animaux qui étaient en train de jardiner affluèrent peu à peu autour de lui. « Mais c'est fantastique! Je suis entouré d'animaux !» Son regard s'arrêta sur le minuscule corps globuleux et poilu d'Arcan le colambole, avec l'air d'un explorateur qui découvre une bête étrange. « Et des plus rocambolesques !»« Rocambolesques vous-même » rétorqua Arcan la mine renfrognée. « Vous avez vu comment vous êtes accoutré avec vos 1000 couleurs ? Vous ne connaissez pas le camouflage, vous, ça se voit. »« Oh non, mais je voulais pas vous vexer. C'est seulement que c'est la première fois que je vois un petit animal de votre espèce. » Je sais, c'est toujours pareil de toute façon. On connaît les castors bâtisseurs, les fiers chamois des sommets montagneux, on voue un culte aux adorables écureuils, mais alors les petites bêtes du sol qui font tout le boulot pour rendre la terre fertile, inconnues au bataillon. « Oh, ne te vexe pas !» continua l'écureuil chafouin en se penchant vers Arcan. « Tu sais, moi, je suis aussi victime du favoritisme des humains pour les écureuils roux. Ils les trouvent fins et agiles et s'extasient comme des enfants quand ils arrivent à en entrevoir un dans les arbres. Et nous autres, les gros écureuils gris, ils nous trouvent à côté tout empotés. Et comme on est devenus aussi nombreux que les pigeons dans certaines villes, on est devenus communs. »« Oh, n'y prêtez pas attention, les humains font des classements stupides, » continua Arlequin. « Je suis bougrement content qu'il n'y en ait aucun ici. Enfin, ne pensons plus à ces bêtes-là. »
Parce que vous n'aimez pas vos congénères ? Demanda Manot intriguée. Oh, si vous saviez, je les fuis comme la peste. Ah bon, ça alors ? S'exclama Chafouin, la crinière ébouriffée par une rafale de Mistral qui fit tanguer le lambeau sur son ressort. Mais regardez comme ils ont cassé mon ressort, je n'arrive même plus à me tenir droit. Je n'ai plus aucun élan. Sa voix s'étrangla légèrement et un éclat humide brilla dans ses grands yeux bleus en amande. En tout cas, moi, je le trouve magnifique, votre costume, avec toutes ses couleurs, s'extasia Rosie, la Rosalie des Alpes, en agitant ses longues antennes. Il est parfait pour aller au bal masqué. Le petit coléoptère était une vraie coquette qui réclamait depuis des années d'organiser des soirées dansantes dans le synclinal, alors que tous les autres animaux se contentaient de veiller aux histoires autour d'un feu de bois. Ils veulent toujours qu'on passe nos soirées à raconter. Bon, c'est bien, on voyage un peu avec toutes nos histoires, mais on pourrait danser quand même de temps en temps. Rosie, patiente un peu, continua Manot. Les chauves-souris du synclinal nous invitent tous la prochaine fois à la pleine lune pour leur grande fête avant leur entrée en hibernation. Ça va swinguer dans leur grotte, tu pourras danser comme une petite folle. Rosie remua les antennes d'un air satisfait et regarda plus attentivement encore les losanges de couleur brodée. Elle vit alors une bourse en cuir attachée au ceinturon d'Arlequin, d'où sortait à demi une rose pourpre fanée. « Ah, et je vois en plus que notre hôte est connaisseur des fleurs romantiques !» Arlequin jeta un coup d'œil à son ceinturon et enfouit la rose au fond de sa bourse. Quand il redressa la tête, les animaux virent une profonde tristesse au fond de son regard. « J'aurais préféré ne jamais rien savoir de tout cela, » dit-il d'une voix sombre. Un beau cygne blanc vint se poser sur la rivière face à eux en cancanant doucement. Arlequin frétilla légèrement sur son ressort et demanda d'un ton enjoué comme en se ressaisissant. « Alors, à quelle belle histoire vais-je avoir droit ce soir à votre veillée ?» Azur, un petit papillon bleuté, volta près de son visage. « Ah, ce soir c'est spécial. Maître Cousteau nous chante les rythmes endiablés du hêtre qu'il vient de composer. »« Ah, parfait, j'adore la musique !» La nuit commençait déjà à tomber. Les animaux enfouirent du bel humus noir de la forêt à la racine du lambeau et l'arrosèrent abondamment avec du purin d'ortie. Puis ils allumèrent le feu de la veillée sous le saule auprès d'Arlequin. Cousteau le pic noir époustoufla l'assemblée avec la série de coups de bec fulgurants qu'il donna sur les troncs creux disposés autour de lui. Sa calotte agitée ressemblait à un feu follet rouge qui rebondissait dans l'air à toute vitesse. On aurait dit un marteau-piqueur devenu virtuose de flamenco. Le visage penché vers les flammes, Arlequin chanta ensuite un gospel. Il avait une belle voix aiguë et claquait dans les doigts en se trémoussant sur son ressort. Les animaux se dandinèrent bientôt en rythme et Rosie, aux anges, se mit à danser entre les cornes du chamois Rochecolombe. Elle tenait à assister aux veillées depuis ce promontoire d'où, disait-elle, elle entendait mieux les histoires. Cette nuit-là, Arlequin s'endormit bien vite à l'abri du vieux saule pleureur, bercé par le murmure de la Vèbre. Nourri tous les matins avec le meilleur fumier du synclinal, le lambeau reprenait jour après jour du poil de la bête. Il parut même aux animaux qu'il était moins penché vers le sol. Les moulinets qu'il faisait de temps à autre avec les bras pour se redresser semblaient être de plus en plus efficaces. Mais malgré son enthousiasme pour le synclinal, il n'échappa à personne qu'Arlequin était miné par une profonde tristesse. C'était surtout quand le jour tombait qu'il semblait si triste, au moment où les berges de la Vèbre s'estompaient entre chiens et loups, invitant les souvenirs mélancoliques à ramper dans la pénombre entre les roseaux. L'écureuil Manot croyait même l'entendre sangloter certains soirs, tressautant malgré lui sur son ressort cassé, penché vers la rivière comme le vieux saule pleureur. Arlequin resta longtemps en convalescence, planté dans la terre de son rivage. Il regardait les oiseaux qui allaient et venaient sur la rivière, en particulier les nombreux cygnes sauvages qui venaient nicher à l'abri des falaises. Après l'accouplement, le couple de cygnes construisait un nid dans la roselière pour élever ses petits, et les deux partenaires restaient fidèles l'un à l'autre toute leur vie durant. Arlequin aimait les regarder glisser sur l'eau et prendre soin de leur nicher, l'un allant chercher des brindilles pour renforcer le nid, l'autre promenant la file indienne des oisillons. Le matin à l'aube, alors qu'Arlequin était encore tout engourdi par le sommeil,
Il lui semblait voir entre les brumes qui montaient de la rivière le profil frêle et gracieux d'un oiseau blanc qui marchait lentement dans l'eau. Mais quand il se réveillait tout à fait sous la caresse des premiers rayons du soleil, il avait disparu. Il lui semblait avoir rêvé, mais cela était si beau, si fragile et gracieux. Si ça pouvait être vrai, il devait en avoir le cœur net. En ouvrant mieux l'œil les matins suivants, il discerna à une dizaine de mètres devant lui une splendide aigrette perchée sur ses longues échasses. Elle avançait lentement en plongeant régulièrement son long cou blanc dans l'eau pour attraper des poissons. Qu'elle était belle dans les premières lueurs de l'aube! On aurait dit l'innocence fragile qui marchait à pas feutrés dans le dos du monde quand tout était encore assoupi. Saisi un jour par l'envie de se rapprocher d'elle, il l'appela avec des petits sifflements, mais l'oiseau effrayé s'envola aussitôt. L'aigrette ne revint pas le lendemain, ni les matins suivants. Arlequin en fut terriblement peiné, qu'il s'en voulait d'avoir été si empressé. Pour rien au monde il n'avait voulu effrayer cet être si craintif qui venait chaque matin se poser près de lui comme un cadeau merveilleux. Arlequin calma un peu sa peine en se mettant à chanter assidûment tous les après-midi. Il avait déjà composé de nombreuses chansons par le passé et ne voulait pas les oublier sous prétexte qu'il n'arrivait plus à se tenir droit. Raguse lui fabriqua une mandoline en creusant un morceau de tronc tendre à l'aide de ses longues incisives, tandis qu'Hector le rouge-gorge fit don de 5 crins bien solides pour faire les cordes. Il n'y avait malheureusement pas de chevaux dans le synclinal, mais l'oiseau trouvait souvent lors de ses migrations des boules de crin le long des fils barbelés. Les écureuils, Manot et Chafouin accompagnaient Arlequin en faisant du tam-tam sur des coques de noix vides, et Rosie appelait ses amis Scarabée et Libellule pour danser sur les airs du trio. Un jour, alors qu'ils contemplaient la Vèbre en silence après une séance musicale, un couple de cygnes sauvages atterrit sur l'eau non loin d'eux. « J'observe tous les jours les couples de cygnes sur la Vèbre, dit Arlequin. Quelle simplicité, c'est merveilleux. Ils ont des règles claires pour se comprendre et vivre ensemble paisiblement. Ils restent très longtemps ensemble, continua Chafouin, souvent jusqu'à leur mort. Ils sont imbattables pour ça dans le synclinal. Ah non, il y a peut-être aussi les castors. Arlequin reprit. Ils savent à quoi s'en tenir, alors personne n'est déçu et ça peut durer. Chez les humains, vous vous tournez aussi autour comme les cygnes ? Demanda Chafouin en croquant une noisette. Oui, mais on finit souvent déçu. Parfois même, on perd la tête car chacun cherche quelque chose d'inaccessible que ni l'un ni l'autre ne peuvent donner. Alors on est forcément très déçu. Et entre-temps, on s'est complètement perdu et c'est la descente aux enfers. Chafouin s'arrêta soudain de grignoter, des petites miettes de noisettes prises partout dans les longues vibrisses de son museau. Il demanda à Arlequin les yeux écarquillés. « Vous descendez aux enfers pour votre parade ?»« Oui, enfin, chacun de son côté. Après la parade. » Arlequin cherchait ses mots devant l'air perplexe des 2 écureuils. « En fait, c'est comme si vous étiez aspiré dans un gouffre. Vous voyez, c'est comme quand vous marchez en haut des falaises, au bord d'un précipice. »« Ah oui, oui !» s'écria Manot en sautillant. « Moi, je ne monte plus voir Rochecolombe et ses amis chamois là-haut. J'ai trop le vertige depuis que j'ai failli tomber du rocher qui tangue. »« Oui, bah moi, je suis vraiment tombée, et à cause du gouffre, mon ressort s'est cassé. » Ils gardèrent un instant le silence. Le murmure de la Vèbre s'éleva le long des falaises. Manot contempla le beau visage d'Arlequin qui regardait l'eau couler avec ses grands yeux de biche. Un pétale séché se détacha alors de la rose fanée pendue à sa ceinture et tomba lentement sur le sol au pied du ressort brisé. « J'ai appris une chanson quand j'étais au fond du gouffre. Elle parle mieux que moi de tout ça. »« Tu peux nous la chanter ?» s'enthousiasma Chafouin en s'asseyant déjà face à Arlequin pour l'écouter. Arlequin prit une profonde inspiration en posant une main sur son cœur, puis entonna d'une voix légère. « Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétons après moi ces mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent.
il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour heureux. Les écureuils furent émus par cette belle mélodie si triste et par toute cette émotion qui faisait trembler Arlequin. À la veillée du soir, ils lui demandèrent de rechanter la chanson pour les autres animaux. Ces derniers l'aimèrent beaucoup, bien qu'ils n'en comprirent pas toutes les paroles. Ils demandèrent même à apprendre la première strophe qu'ils répétèrent assidûment aux veillées suivantes. Depuis ce soir-là, il n'était pas rare d'entendre fredonner derrière un taillis ou en haut des grands arbres. Mon bel amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. L'automne touchait à sa fin. Les dernières feuilles rousses arrachées aux branches par le vent virevoltaient légèrement dans le synclinal. Arlequin continuait à ouvrir l'œil tous les matins en espérant revoir l'aigrette, mais elle ne revenait toujours pas. Il patientait alors en peaufinant ses mélodies qui devenaient au fil du temps polies comme de petits joyaux. Arlequin tirait un grand plaisir de ce travail d'orfèvre, lui qui s'était senti si longtemps perdu. Il contemplait aussi les petites lances jaunes d'or du saule pleureur qui tombaient une à une sur le sol autour de lui. Un jour, en le regardant ainsi perdre ses feuilles, il murmura « Mais il en refera de bien belles au printemps, la vie renaît toujours. » Puis il dit tout haut en souriant à l'arbre « Tu sais, l'ami, il faut être patient avec l'oiseau blessé. » Quelques jours plus tard, l'aigrette revint enfin. Frémissant de joie, Arlequin resta bien calme et silencieux. Il savourait seulement la grâce de son pas lent. Attentive au moindre bruit, l'aigrette jetait par moments des coups d'œil inquiets dans sa direction, se souvenant peut-être des sifflements qui l'avaient effrayé. Arlequin se mit bientôt à admirer son courage et se disait à lui-même « Elle est si fragile, et pourtant elle s'est déjà habituée à mon étrange costume qui n'a rien d'habituel sur les berges de sa rivière. Elle me voit bien frétiller sur mon ressort quand le mistral se lève, et pourtant elle reste là. » Au fil des jours, l'aigrette se rapprocha du rivage, paraissant s'habituer chaque jour un peu plus à cet étrange pantin coloré qui frétillait quand le vent se levait. Une sorte de curiosité amicale avait remplacé la méfiance qu'il avait vue dans son œil au début. Un matin, l'oiseau blanc resta même immobile à quelques mètres de lui, alors qu'il fredonnait très doucement l'air d'une de ses chansons. De matin en matin, il fredonnait, apprivoisant sa crainte, et on ne sut bientôt plus si l'aigrette s'approchait du rivage pour chercher du poisson ou pour écouter Arlequin. Le jour de la fête des chauves-souris tant attendue par Rosie arriva enfin. Cette dernière s'était fabriqué une cape colorée comme le costume d'Arlequin, avec des petits morceaux de feuilles d'automne qu'elle avait collés ensemble avec du mucus gluant de champignons. Quelques jours plus tôt, les animaux avaient jugé que le lambeau s'était suffisamment fortifié, et Raguse avait scié la racine d'Arlequin pour le laisser se promener librement dans le synclinal et retrouver ainsi toute sa forme. Il était aussitôt parti explorer la forêt qui entourait les jardins, depuis le temps qu'il entendait la nuit ces chouettes ululer sans pouvoir aller les saluer. Au fil des jours, il sautait sur son ressort avec plus d'assurance, même s'il n'arrivait pas toujours à suivre ses oscillations désordonnées. Manot et Chafouin vinrent chercher Arlequin pour se rendre à la fête. Les chauves-souris habitaient un gouffre profond non loin des Trois Becs, creusé dans la roche par les eaux ruisselantes du synclinal. Le long du sentier qui y grimpait, ils croisèrent une ribambelle joyeuse d'animaux qui se rendaient aussi à la fête, depuis les abeilles et les papillons jusqu'aux lézards et aux sangliers, en passant par les lapins, les chevreuils, les oiseaux et le peuple de la fertilité de la terre, dont les colamboles venus en nombre. Ces derniers, emmenés par Arcan, étaient en train de l'écouter raconter comment il s'était échiné toute la journée à déchiqueter les feuilles de la litière du sol pour qu'elles puissent être digérées par la terre de la forêt. « J'ai les mandibules en feu. J'espère que les chauves-souris ont prévu des cocktails bien frais. » Le sentier s'arrêtait au bout d'une corniche. Une queue d'animaux s'y était formée, chacun attendant son tour pour descendre lentement dans le gouffre,
par l'étroit chemin abrupt à flanc de paroi. Quand Arlequin et les 2 écureuils arrivèrent au bout de la corniche, le lambeau fut soudain pris d'une violente crise de panique en voyant en contrebas les animaux disparaître un à un dans l'obscurité d'encre du gouffre. « Oh non, c'est terrible! C'est terrible !» Il tomba assis par terre comme si toutes ses forces l'avaient subitement abandonné et éclata en sanglots la tête entre les bras. Manot et Chafouin se levèrent près de lui en attendant qu'il s'apaise. Arlequin redressa lentement la tête pour oser un nouveau coup d'œil en contrebas. Les chauves-souris, excités de recevoir tout ce petit monde, faisaient des allers et retours frénétiques entre leur grotte et le grand jour. Il en aperçut alors une plongée dans le gouffre, telle une fusée aspirée par le noir. « Oh, c'est horrible !» dit-il dans un souffle en glissant sur les fesses pour s'éloigner du bord. Il grelotta, pâle comme un linge, et dit aux écureuils : « Mais comment les chauves-souris font-elles pour vivre là-dedans ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, » lui répondit Manot. « Pour elles, c'est un lieu paisible où elles peuvent se sentir en sécurité. » Chafouin continua. « Oui, ce gouffre est le meilleur refuge du synclinal qui soit pour qu'elles hibernent en paix quand il n'y a plus d'insectes à manger. Leur grotte reste chaude tout l'hiver, au-dessus de 4 degrés, alors que dehors, les chamois gambadent dans la neige. Elles peuvent s'endormir tranquillement, sans dépenser leur réserve d'énergie pour lutter contre le froid. Et en plus, leur grotte est humide en permanence et protège leurs ailes qui se dessèchent très vite sinon. La petite Rhino nous a raconté aussi comment elles rentrent en léthargie, continua Manot. Elles s'accrochent au plafond de leur grotte, la tête en bas grâce à leurs petites griffes, et s'emmitouflent confortablement dans leurs ailes. Leur corps perd 20 degrés et leur cœur, qui bat normalement 300 fois par minute, tombe à 40 battements. La petite Rhino nous a même dit qu'elle faisait des apnées parfois d'1 heure et demie, continua Chafouin le pelage hérissé, légèrement effrayé à l'idée de cet exploit contre nature. Arlequin s'était apaisé. Il écoutait les écureuils en jetant de temps à autre un coup d'œil vers le gouffre. Il s'efforçait maintenant d'imaginer le dortoir paisible qu'il pouvait être en hiver pour les chauves-souris. « Et personne ne vient les réveiller pendant leur hibernation ?» demanda-t-il. « Oh non, seuls quelques oiseaux peuvent y accéder facilement, » répondit Manot. « Mais ils savent bien que ce serait criminel d'aller réveiller les chauves-souris en plein hiver. Un jour, un groupe de jeunes choucas a fait éruption dans leur grotte en poussant des cris d'orfraie. Eh bien, ils s'en sont arrachés les plumes de regret. Leur petit jeu décervelé a provoqué la mort de la moitié de la colonie. »« Juste parce qu'ils les ont réveillés ?» demanda Arlequin étonné. « Au fond de leur sommeil, les chauves-souris entendent ces bruits qui peuvent être signes de danger. Alors elles font l'effort de se réveiller en remontant leur température à 38 degrés. Et pour cela, elles doivent brûler beaucoup d'énergie. » Chafouin continua. « Oui, et elles doivent encore prendre dans leur réserve de graisse pour prendre la fuite. 1 heure de vol seulement dilapide en une fois la quantité d'énergie dont elles ont besoin pour tenir 2 mois et demi en léthargie. Les réveiller, c'est les condamner à ne pas passer l'hiver. » Ils levèrent la tête au passage d'une nuée piaillante de martinets qui se rendaient à la fête. Manot reprit. « Et c'est pour cela qu'elles font cette grande fête avant de sombrer dans le sommeil pour 4 mois. Elles comptent bien ne pas avoir à se réveiller et nous disent au revoir et au printemps prochain. »« Alors allons leur dire au revoir, » dit Arlequin en se redressant sur son ressort. Il sautilla tout doucement le long du sentier étroit, les mains collées à la paroi rocheuse, en pensant très fort aux petites chauves-souris que le gouffre protégeait. Pour se rassurer encore un peu plus, il se mit à fredonner cette chanson par laquelle de nombreux humains, sans trop le savoir, parlent pour lui depuis leur plus tendre enfance. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Mais ce qui l'aida surtout à surmonter sa peur de mourir, ce fut le souvenir merveilleux de l'aigrette de la vèbre qu'il avait su apprivoiser. Arlequin arriva au fond du gouffre les jambes tremblantes, et s'immobilisa l'air un peu ahuri au milieu des animaux qui dansaient autour de lui. En apercevant le trou de lumière du dehors, il se dit tout bas : « J'ai réussi. » Alors que 2 rossignols perchés sur une petite estrade venaient d'interpréter un air d'opéra, les animaux insistèrent pour qu'Arlequin leur chante une de ses chansons. Il sautilla jusqu'à l'estrade en empoignant sa mandoline. « Je vais plutôt vous raconter une histoire d'amour. »
Il aperçut le couple de cygnes assis l'un contre l'autre au premier rang, à côté d'Arcan qui sirotait goulûment un cocktail d'églantier bien frais. Arlequin joua quelques notes de mandoline et commença à compter. Il était une fois Pierrot et Colombine. Ils se connaissaient depuis l'enfance et s'aimaient du grand amour fidèle des enfants qui grandissent en jouant ensemble. Une fois adulte, Pierrot devint boulanger et Colombine blanchisseuse dans une boutique proche de sa boulangerie. Chaque jour, ils ne se voyaient qu'un instant, l'un commençant sa journée et l'autre sa nuit. Un jour, un cirque arriva dans le village de Pierrot et Colombine. Un de ces saltimbanques séduisit Colombine et la poussa à partir avec lui. Elle fut d'autant plus disposée à le suivre sur les routes qu'elle commençait à douter de sa relation bancale avec Pierrot. Le saltimbanque lui promettait d'être toujours avec elle, de vivre cette passion fougueuse qui enflamme les sentiments. Bientôt, les malheureux tombèrent dans le gouffre profond de la passion et n'étaient plus rien l'un sans l'autre. Mais Colombine, rappelée par l'amour persévérant de Pierrot, en réchappa plus rapidement que le saltimbanque, qui erra des années au fond de son gouffre. Ce dernier aspira tout son élan pour la vie. Il était déçu, terriblement déçu de lui, d'elle, de tout, de tous. Il avait perdu toute confiance et voyait le gouffre réapparaître derrière chaque nouvelle personne qui s'approchait de lui. Il portait au fond de lui-même un oiseau blessé qui avait une peur bleue de l'être à nouveau. Les animaux échangèrent des regards entendus. Même les chauves-souris, au fond de leur grotte, avaient fini par apprendre la strophe de la chanson si triste. Mais un beau jour, reprit Arlequin, l'oiseau blessé eut la visite du petit oiseau fragile de la confiance. Ce dernier lui dit en le voyant ainsi prostré dans l'obscurité. « J'étais comme toi avant, je restais tapi dans le noir et je voyais partout des gouffres à l'horizon. Mais je me suis rendu compte que j'avais des ailes pour les survoler, et maintenant je n'en vois plus autant. Allez, suis-moi, je vais te montrer de belles prairies ensoleillées. » Alors que les premières primes verts piquaient de jaune les rivages de la Vèbre, le temps était venu pour le Lambeau de retourner dans le monde des humains. Arlequin sautait maintenant avec vigueur sur son ressort. Ce dernier restait légèrement voilé, mais Arlequin savait désormais s'adapter à ces oscillations parfois instables. Avant de partir, il dit adieu à l'aigrette en lui promettant de continuer à lui fredonner des mélodies depuis le monde des humains. Puis il alla enterrer la rose fanée sous le vieux saule pleureur, avant de rejoindre le puits au cœur de la forêt qui s'ouvrit pour le laisser repartir. On se perd parfois dans d'obscurs gouffres, mais on finit un jour par se retrouver. L'oiseau fragile de la confiance revient quand on l'appelle avec patience.